Eh bien voilà, rebonjour, je continue ma petite réflexion à partir de l'écoute de ces vidéos, de ces audios, donc les socialismes utopiques du 1er 19e siècle dans l'émission de France Culture avec philosophie. C'est au sujet de la propriété. Là, on est en train de parler de Owen. Voilà, et Owen, donc c'est les grands utopistes des années du 19e siècle, comment ils voyaient l'évolution de l'humanité, comment ils voyaient la propriété, l'idée de propriété. Alors selon ma théorie, nous allons vers, l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, l'humanité dans son ensemble, et dans cette perfection, il y aura, entre autres, la fin de la propriété, c'est-à-dire la mise en commun de la propriété mondiale, de tout ce qui appartient à l'humanité, tout, y compris, voilà, on aura dépassé les nationalismes et on sera sur un fonctionnement universel où la propriété appartiendra à tous, voilà. Et on est en train de construire ce modèle-là. Alors on écoute. Il est gallois, fils d'un sellier, placé Owen. en apprentissage dès 10 ans dans le secteur du textile, et il deviendra en 1792 sous-directeur d'une des plus importantes filatures de Manchester, puis en 1800, il succédera à son beau-père à la tête de la filature écossaise de New Lanark. Alors New Lanark, c'est très important, parce que lui qui a également, comme d'autres, envie d'améliorer la condition des ouvriers, de changer peut-être le système de la propriété et du travail, va créer à New Lanark un village de coopération. Bon, ce qui est intéressant, c'est que, à l'instar de Godin, il va un peu se planter, comme on dirait aujourd'hui, en essayant d'installer une colonie de ce genre en Amérique, puisque New Harmony va engloutir toute sa fortune. C'était dans l'état de l'Indiana. En revanche, à New Lanark, ça va marcher. Vous connaissez aussi New Lanark, Anne Cupiec? Oui, je suis allée à New Lanark. Et c'est effectivement un lieu très intéressant. On peut, à quelques décennies de distance, repérer des points communs avec ce qu'a fait Godin. Mais c'est évidemment une tradition différente, puisqu'il me semble quand même que Fourier n'aurait pas écrit sans la Révolution française, n'aurait pas écrit de cette manière-là. Owen, bien sûr, au Royaume-Uni, n'a pas vécu la Révolution française, mais en revanche, et notamment à Manchester, il a observé les dégâts produits par la révolution industrielle, qui a été beaucoup plus précoce en Grande-Bretagne qu'elle ne l'a été en France, et notamment les dégâts produits sur la classe ouvrière. Donc lorsqu'il arrive à New Lanark, il tente lui aussi de créer les conditions de vie pour des ouvriers qui soient meilleures et sans commune mesure avec ce qu'il avait vécu lui-même en tant que directeur à Manchester. Donc c'est Donc à la patronat. fois Donc ces patronats au 19e siècle, comme la philosophie était humaniste, était justement idéaliste, utopiste, une partie de la philosophie, hein, elle désirait changer les choses, Marx, Proudhon, etc., Fourier. Donc beaucoup de ce patronat avaient cette vision de rendre heureux leurs ouvriers. Et il y a toujours eu une partie du patronat qui était dans des idéalistes, des fous progressistes, etc. Et on voit que maintenant, dans ces 30 dernières années, où il n'y a pas plus ces utopies-là, elles y sont pas, les Fouriers n'existent pas, là, on est dans un monde qui se veut pragmatique, c'est plus ou moins libéralisme, néolibéralisme, un peu de socialisme libéral, bref, on n'a plus du tout de vision idéaliste. Et les patronats, ben, ils n'ont pas de quoi se nourrir justement
cette créativité. Et donc voilà, c'est important de savoir ça. Des logements salubres, chauffés, éclairés, Ce qui était lumineux. très rare à Faut l'époque. les imaginer avec une architecture, cette fois-ci, qui n'a rien à voir avec celle de Guise, une architecture écossaise, le long de la rivière Clyde, puisque l'usine est une filature, évidemment. Il faut imaginer des machines à laver au rez-de-chaussée, une crèche, une bibliothèque, des écoles pour les enfants, où ils apprennent certes à lire, à écrire, mais aussi à danser, à chanter, à pratiquer de la musique. Donc, ce qui veut dire, là encore, que si les enfants sont à l'école, ils ne vont pas être à l'usine, alors que tous les enfants, les tout petits, de 5 ans, 6 ans, sont à l'usine, dans les filatures de Manchester. Donc il y a là une tentative de créer un autre mode de vie et de travail. Simplement, dans un premier temps, Owen reste propriétaire de la filature, fait payer un loyer à ses ouvriers. Il diminue la durée journalière de travail à 8 ou 10 heures, ce qui est considérable à l'époque où les journées de travail étaient de 14-16 heures. Donc c'est absolument considérable et cela signifie pour lui un manque à gagner. Il y a donc là quelque chose qui s'inscrit, c'est Karl Polanyi qui, dans un livre absolument remarquable qui s'appelle La Grande Transformation et qui a été écrit dans les années 1940, traduit 40 ans après en France, considère que Robert Owen, voyant l'horreur de ce qui se passait à Manchester, envisage des solutions là, évidemment très, très localisées, pour créer un mode de vie et de travail qui soit autre. Mais on est d'accord, pardon, je peux vous... oui, bien sûr. Développement extrêmement précis. On est d'accord que sur la question de la propriété qui nous occupe, nous, cette semaine, là, dans Avec Philosophie, on ne peut pas dire qu'il y ait un démantèlement de la propriété privée. Finalement, plus tard, dans les années 1840, Owen, cette fois-ci de retour à Manchester, va tenter de mettre en place une république coopérative. Ah, d'accord. Et ce qui est significatif aussi, c'est qu'en 1848, il sera à Paris. Il sera à Paris pour faire connaître en février 48, avant juin, pour faire connaître ce qu'il a réalisé au cours des dernières décennies. Alors, il y a vraiment là une circulation. Et on peut voir qu'à la même époque, Tolstoï, à peu près un peu plus tard, Tolstoï va donner sa propriété à ses paysans. Voilà. Et on retrouve ces valeurs. À cette époque-là, ces deux valeurs, l'égoïsme et l'altruisme, se travaillent en même temps la société humaine. Il y a ceux qui veulent faire évoluer la société dans ce sens-là, et puis le capitalisme qui veut préserver, qui veut maintenir l'ouvrier dans une souffrance. Et je l'explique à certains moments de mes vidéos, et puis même sur la mécanique universelle. Il y a ce désir de faire que les ouvriers ne soient pas heureux, parce que le phalanstère ou les Owen, la façon dont il s'occupe de ses ouvriers, la façon dont Godin s'occupe de ses ouvriers, c'est le désir de les rendre heureux en réalité. Et pourquoi il y a le désir inverse? Parce qu'en fait, il faut que ça soit un désir inverse qui les maintient, qui fait travailler les enfants à partir de 5 ans, qui fait travailler les femmes, qui les maintient dans des taudis, etc. Alors ils savent très bien ce que c'est que de bien vivre dans des maisons salubres, etc. Au 19e siècle, on voit les maisons des patrons et puis les taudis dans lesquels ils avaient leurs ouvriers. Il y a un désir de les maintenir dans cet état pour
parce que ils ne peuvent pas imaginer que les ouvriers soient heureux s'ils leur accordent, si les ouvriers de Gaudin devaient ressentir le bonheur, être dans le bonheur. Et ça enlève du bonheur au patronat. Parce que les patrons ne sont pas heureux, ils ont du plaisir, ils ont tout un tas de choses, mais le bonheur, ils ne le touchent pas. Le bonheur, c'est pas avec l'avoir, c'est avec l'être. Donc c'est plus dans la fraternité, les ouvriers, ils peuvent accéder au bonheur parce que il leur faut pas grand-chose, une bonne réunion, un bal, un truc, s'amuser un dimanche au bord de l'eau, etc. Voilà. Tout ça, ça fait partie des bonheurs. Et accorder ce bonheur, ça veut dire voir que ces ouvriers sont plus heureux que soi. Et donc, il y a... Mais c'est pathologique, hein, c'est quelque chose qui n'est pas, à mon sens, qui n'est pas conscientisé, mais qui devient une réalité. Voilà. Bon. Relation Angleterre-France, sur laquelle vous avez, je sais, réfléchi, Pierre Musso. Les Anglais sont en avance du point de vue de la révolution industrielle. Et en même temps, quand ils voient ce qui se passe en 1948, eux, ils ont eu une république il y a longtemps, hein, un bon siècle avant la première révolution anglaise. Mais ils sont au début du 19e siècle dans un régime monarchie parlementaire. Et donc, il y a des velléités d'aller voir en France ce qui pourrait, sur le plan politique, changer plus en profondeur l'Angleterre. Alors, oui, il y a cette concurrence, bien sûr, entre la France et l'Angleterre. On peut dire que l'Angleterre, avec la Wallonie d'ailleurs, ont démarré ce qu'on appelle la révolution industrielle un peu plus tôt que la France, et que la France va avoir la capacité peut-être à penser encore plus la révolution industrielle parce qu'elle ne l'a pas encore accomplie. Et c'est d'ailleurs le grand projet de Saint-Simon, puisque dans la transformation sociale qu'il veut faire du système existant, disons, d'ancien régime qu'il appelle féodalo-militaire, au nouveau système, c'est le système industriel. Et c'est lui qui invente les mots, le substantif industriel et le terme industrialisme, industrialiste, etc. Pour Owen, ce qui me semble intéressant de souligner, c'est que c'est le premier qui emploie le terme socialisme qu'on ne trouve pas chez Saint-Simon. Au sens moderne du terme, oui. dès les années 22-27, et que sur la propriété, il est pour l'abolition de la propriété privée, il est assez radical, et il est pour une propriété commune, une coopération générale de propriété collective, dit-il. Et ce qui me semble intéressant, c'est de remonter juste en amont, oui. C'est-à-dire toujours autour de la Révolution française, ou juste après. Il y a deux, on pourrait les appeler pré-socialistes ou proto-socialistes, je ne sais pas, qui sont d'une part Babeuf, toujours un Picard d'ailleurs, comme Saint-Simon, comme Guy, comme Gaudin, et celui qu'on cite moins souvent, qui est William Godwin. William Godwin publie en 1796, c'est le père de Mary Shelley, donc d'une certaine façon le grand-père de Frankenstein. Mais Godwin publie en 1796 un livre majeur qui s'appelle Enquête sur la justice politique, et dans laquelle il remet en cause le droit de propriété. Et il dit que c'est la clé de voûte de la politique. Or, un des chapitres de ce livre, le chapitre 8, a été publié en brochure séparée et diffusé largement en France, d'où l'influence qu'il va avoir sur Saint-Simon et sur d'autres. Mais il connaît aussi très bien, il rencontre Owen. Donc ils se connaissent très bien. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Nous parlons de la propriété cette semaine et aujourd'hui avec Anne Cupiec et Pierre Musso, j'explore cette question passionnante des socialismes utopiques de la première moitié du 19e siècle. Nous apprenons énormément de choses. C'est un travail d'imagination extrêmement stimulant qu'ont fait tous ces auteurs. Alors après Fourier et ses disciples, dont Godin, après Robert Owen, l'anglais, inventeur du socialisme moderne, venez-vous nous rappeler Pierre Musso, nous allons passer à une figure
qui d'une certaine façon est antérieur, mais qui est un vrai phare au début du 19e siècle. J'ai retardé ce moment, mais c'est pour lui faire peut-être une place encore plus éminente. C'est celui dont vous êtes le spécialiste, Pierre Mussot, c'est Saint-Simon. Alors Saint-Simon, lui, il vient d'une famille aristocratique, puisqu'il a un lien avec l'écrivain duc du XVIIe siècle, et un lien familial un peu éloigné, mais enfin réel. Mais surtout, il a perdu sa particule. Il a quand même rejoint, à partir de 89, l'idée qu'il fallait passer à autre chose qu'à l'Ancien Régime. Et ce qui le passionne le plus, c'est ce qui se passe dans le domaine industriel. Pouvez-vous nous dire quelques mots, je dirais, du personnage et de sa jeunesse, Pierre Mussot? Alors, le personnage est étonnant, puisque c'est un aristocrate. Mais on a dit d'ailleurs, c'est le dernier des aristocrates et le premier des socialistes. Mais il vit entre 1760 et 1825, pour le situer dans le temps. Et donc, il vit une multitude de révolutions. Non seulement les révolutions politiques, la Révolution française, bien sûr, puis le changement de régime avec le directoire, le consulat, l'Empire, puis la Restauration sous ses différentes formes. Mais il participe aussi à la guerre d'indépendance aux États-Unis, puisque comme beaucoup d'aristocrates ou fils d'aristocrates, il devient officier et il part aux côtés des insurgents avec Lafayette, où il combat pendant plusieurs années pour l'indépendance des États-Unis. Et il vit aussi plusieurs révolutions, outre les révolutions politiques. Il vit de France et d'Amérique, il vit les débuts de la révolution industrielle, bien sûr, et la révolution scientifique, parce que Paris, en 1800, comme le dit Michel Serres dans un très bel article, c'est la capitale des sciences. C'est non seulement notamment la cristallographie, la biologie, l'économie politique, les sciences humaines, on va les appeler plus tard. Et je crois que c'est une des caractéristiques de ceux qu'on appelle souvent les socialistes utopiques, terme que j'aime pas beaucoup, qui a été donné par Marx et Engels dans le manifeste en 40. C'est péjoratif chez eux, alors que oui, parce que c'est pour dire nous on est scientifiques et eux ils sont utopiques, quoi. Comme si Marx n'était pas aussi dans une perspective utopique, ce serait un long sujet. C'est clair qu'il y a une marque utopique aussi. C'est comme si Owen ne cherchait pas une science sociale explicitement. Mais donc Saint-Simon, il vit une multitude de révolutions, dont celle de 89. Et il est en Espagne à ce moment-là, il rentre en France, parce qu'il spécule beaucoup aussi, c'est un homme très complexe, il spécule sur les biens nationaux notamment, et donc déjà il amène la question de la propriété, puisqu'il va dire dans ses derniers textes que la Révolution ne s'est pas beaucoup occupée du droit de propriété en général, elle en a un peu parlé, mais elle s'est surtout occupée du droit de propriété du clergé, avec la vente des biens nationaux, et lui va être un des plus gros spéculateurs en France, avec un ami prussien d'ailleurs, sur la vente des biens nationaux. Mais ça va lui permettre de dire dans ses derniers textes de 24-25 que justement, les biens nationaux ayant été éclatés en petites parcelles, ça a permis de casser la grande propriété foncière. Et donc, il en tire argument pour dire, finalement, non seulement c'était bien ces biens nationaux, mais en plus, ça a permis de transformer la grande propriété foncière en petite propriété pour les travailleurs et les industriels. Ce qui est un des éléments de sa vision de la propriété qui est assez riche, c'est de dire il faut opposer aux propriétés foncières terriennes héritées de l'Ancien Régime la propriété industrielle. Donc il n'est pas... Voilà, alors, et de la propriété industrielle, on est passé à la propriété privée, etc., la nôtre, enfin en même temps, et on va vers la propriété universelle. Voilà ce que je prétends sur la théorie de la mécanique universelle. Quand nous aurons fini de construire cette humanité de façon absolument parfaite, écologique, respectueuse de la planète et des individus, lorsque nous aurons rendu l'homme absolument inoffensif envers l'homme et envers les autres formes de vie. Donc quand nous aurons fini de construire, qu'il n'y aura plus besoin de ces démenés pour construire, donc plus besoin des pulsions, de l'orgueil,
de l'ambition, de la jalousie, de toutes ces valeurs qui sont à l'origine de toutes les violences. Toutes nos violences sont à ce niveau-là. C'est la convoitise, le vol, etc. Si appartient à tout le monde et que l'homme n'a plus comme vision, comme vie de s'amuser, de se promener, d'être une sorte de nomade partout où il va, il trouve le gîte et le couvert, il peut circuler sur toute cette planète et en plus on est en train de tisser tout ça, sans s'en rendre compte, on ne le sait pas, mais bon, par exemple, des sentiers pédestres, enfin des voies, comment ça s'appelle, des voies vertes, où on peut traverser toute l'Europe en vélo, ça commence à être, il commence à y en avoir partout. Voilà. Et dans 100 ans, la toile que nous connaissons sur Internet, elle sera comme ça pour circuler. Et partout, en Amérique, en Afrique, en France, en Europe, je veux dire, en Asie, etc. On pourra rejoindre le monde entier comme ça. Peut-être 200 ans, peu importe, c'est pas une question de temps. Le temps, l'humanité, elle l'a devant elle, le temps, donc il n'y a pas de problème. Mais on aura constellé ce genre de choses. Et donc la propriété, de fait, n'aura plus besoin d'exister. Voilà, c'est tout. Simplement, partout où on passera, l'homme, naturellement, il donnera un coup de main pour entretenir les choses, etc. Voilà, ça sera... Mais ça existe déjà. Si on fait le parcours du Saint-Jacques-de-Compostelle, les rencontres, déjà, on voit que tous les 10-20 kilomètres, on trouve des gîtes, on trouve de quoi se nourrir. Voilà. Donc, c'est extrêmement facile. C'est pas quelque chose qui est compliqué. Et ça sera de moins en moins compliqué quand on voit que les Chinois sont en train de tisser la route de la soie et qu'ils ont pu monter un hôpital en l'espace de 15 jours ou 3 semaines, on voit bien que c'est plus une question de moyens. Les moyens, on commence pratiquement à les avoir. Et on les aura totalement. Voilà. Voilà l'idée pour cette vidéo et on reprendra la suite au prochain numéro.